La famille de ma femme a nommé le frère de ma femme président-directeur général pour quelques jours. Le premier jour, il m'a renvoyé en disant « Maman a dit que tu es seulement ici parce que mon père a pitié de toi. » J'ai souri et prévenu « Tu le regretteras. » Il m'a giflé et m'a mis dehors. Quand mon beau-père est revenu, il a demandé « Pourquoi l'as-tu renvoyé? Ne savais-tu pas qui il était ?» Il a alors révélé ma véritable identité. Son fils s'est figé de peur et m'a appelé en panique. Il m'a convoqué dans son bureau dès son premier jour en tant que président-directeur général. Il était assis dans le fauteuil de mon beau-père, celui que Walter Holt avait occupé pendant 23 ans, penché en arrière comme s'il l'avait mérité, comme s'il lui appartenait. Sa cravate était légèrement de travers, ses nouvelles chaussures en cuir craquaient encore quand il croisait les jambes, et il avait ce regard particulier sur son visage. Celui que j'avais vu sur des hommes à qui l'on avait donné quelque chose qu'ils n'avaient pas construit et qui s'étaient convaincus que c'était le reflet de leur propre grandeur. Il y a une sorte d'arrogance très spécifique qui vient d'une position héritée. C'est différent de l'arrogance de quelqu'un qui s'est battu pour arriver au sommet. L'homme qui s'est fait tout seul a tendance à clamer haut et fort ses réussites parce qu'il se souvient des jours où personne ne croyait en lui. Mais l'homme à qui l'on a donné sa position a tendance à clamer haut et fort son autorité parce qu'au fond de lui, il soupçonne que c'est la seule chose qui le sépare de l'ordinaire. Ce soupçon le rend cruel d'une manière qui lui semble être de la force. Son nom était Preston Holt. Il avait 31 ans, n'avait jamais occupé un emploi plus de 14 mois et avait passé la meilleure partie de la dernière décennie à être discrètement écarté de chaque situation dans laquelle son père l'avait placé. Il n'était pas stupide. Je veux être clair à ce sujet, car cette histoire ne parle pas d'un homme stupide qui commet une erreur stupide. Preston était intelligent, charmant quand il le voulait, et doté d'une certaine aisance sociale qui aurait dû être un atout. La tragédie de Preston Holt n'était pas un manque de capacité. C'était un manque de perspective complet et catastrophique. Le genre de perspective qui ne vient qu'en construisant quelque chose à partir de rien, en échouant selon ses propres termes, en s'asseyant en face de quelqu'un qui n'a aucune raison d'être généreux avec vous et en choisissant d'être honnête malgré tout. Preston n'avait jamais fait aucune de ces choses. Et ce matin-là, ce fossé, invisible pour lui mais énorme, était sur le point de définir tout ce qui allait suivre. Et maintenant, il me regardait comme si j'étais quelque chose qu'il avait trouvé collé sous sa chaussure. « Garrison » a-t-il dit, sans même prendre la peine de prononcer mon nom de famille. « Nous devons parler de votre poste ici. » Je me suis assis en face de lui. Je n'ai rien dit. J'avais appris il y a longtemps que le silence est l'un des outils les plus puissants qu'un homme puisse utiliser dans une pièce où quelqu'un est sur le point de commettre une très grave erreur. « Maman a dit que vous êtes ici depuis un certain temps, » a poursuivi Preston en redressant un stylo sur le bureau qui n'en avait pas besoin. Elle a dit que papa a un faible pour vous, qu'il se sent coupable de quelque chose qui s'est passé il y a des années et que c'est essentiellement la raison pour laquelle vous avez encore un travail. Il a laissé cette phrase en suspens. J'ai hoché la tête lentement. Elle n'a pas tort de dire que votre père et moi nous connaissons depuis longtemps, ai-je dit. Preston a souri. C'était le sourire d'un homme qui pensait maîtriser une situation qu'il ne comprenait pas. Eh bien, papa est au Costa Rica pour 3 semaines. Je suis responsable maintenant, et je ne fais pas dans la charité. Il a fait glisser un dossier manie sur le bureau. Ceci est votre dossier de licenciement, avec effet immédiat. 2 semaines d'indemnité de départ, ce qui est plus que généreux compte tenu de vos contributions. J'ai regardé le dossier. Je ne l'ai pas ouvert. Preston, ai-je dit calmement. Je veux que vous réfléchissiez très attentivement à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Quelque chose a changé sur son visage. Je ne pense pas que quelqu'un lui ait parlé aussi calmement depuis longtemps. Il était habitué à ce que les gens cèdent ou explosent. Mon immobilité le déstabilisait, et les personnes déstabilisées font des choses imprudentes. Il s'est levé de sa chaise. Je pense que vous devez partir. J'aimerais avoir 10 minutes pour. Ce qui s'est passé ensuite est la partie à laquelle je pense encore. Non pas parce que ça m'a choqué, mais à cause de la perfection avec laquelle cela a révélé exactement qui était Preston Holt. Il a contourné le bureau, a saisi le dossier et l'a pressé violemment contre ma poitrine. Puis il m'a dit, devant 2 jeunes cadres qui venaient de passer devant la porte ouverte du bureau, que je pouvais me raccompagner moi-même ou qu'il demanderait à la sécurité de le faire pour moi. Puis il a dit la phrase qui a tout scellé. Vous profitez de la culpabilité de mon père depuis des années. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous n'êtes rien ici.
Vous ne l'avez jamais été. J'ai ramassé le dossier. J'ai boutonné ma veste et je l'ai regardé une dernière fois avant de sortir. Vous allez regretter ça, ai-je dit. Non pas comme une menace, mais comme un fait. Il a ri. 3 jours plus tard, l'avion de Walter Holt atterrissait à Phoenix Sky Harbor. Et moins de 4 heures après son retour dans le bâtiment, j'ai reçu un appel téléphonique. Ce n'était pas de Walter. C'était de Preston. Et il ne riait plus. Avant d'expliquer ce qui s'est passé quand Walter est rentré, je dois vous dire qui je suis. Une chose que Preston n'a jamais pris la peine d'apprendre et que sa mère ne pensait pas importante, même si cela a façonné tout ce qui a suivi. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui n'a jamais vu votre valeur, cette histoire est pour vous car elle parle de vraies personnes, de vrais choix et d'une justice discrète qui n'a de sens que lorsqu'il est trop tard. Mon nom est Garrison Cole. J'ai 46 ans. Je vis à Phoenix, en Arizona, dans un quartier appelé Arcadia. Le genre d'endroit où les bougainvilliers grimpent sur les murs des maisons du milieu du siècle et où les montagnes au loin deviennent violettes au coucher du soleil. J'y vis depuis 11 ans, depuis que j'ai déménagé de Chicago avec 2 choses, un sac de sport et un dossier de documents de constitution de société. Je ne parle pas d'argent. Je ne l'ai jamais fait. C'est une règle personnelle que j'ai adoptée à la fin de la trentaine après avoir vu trop d'hommes confondre leur valeur nette avec leur amour-propre et trop de relations s'effondrer sous le poids de l'ego financier. Je vis simplement. Je conduis un camion de 6 ans. Je porte la même garde-robe alternée de chemises sombres et de jeans propres. Je bois mon café noir et je suis au lit avant 22 heures la plupart des soirs. Ce que je suis, discrètement et sans cérémonie, c'est le cofondateur et l'actionnaire majoritaire de Holt Cole Industrial Solutions, la société dont Preston Holt vient de me renvoyer. Laissez-moi vous expliquer comment cette société a vu le jour. En 2009, Walter Holt avait 52 ans et se noyait. Il avait bâti une entreprise de fournitures industrielles de taille moyenne en 20 ans. Un travail bon et honnête, des contrats fiables avec des entreprises de construction et des usines de fabrication en Arizona et au Nouveau-Mexique. Mais la crise financière avait réduit ses marges. L'un de ses partenaires clés avait manqué à un contrat de 1,8 million de dollars, et sa banque venait de l'informer que sa ligne de crédit était en cours de restructuration d'une manière qui tuerait effectivement sa trésorerie en 18 mois. J'avais 31 ans à l'époque. J'avais passé la vingtaine dans le capital investissement, travaillant à Chicago pour une firme spécialisée dans les entreprises industrielles en difficulté. Je savais lire les os d'une entreprise. Et quand une connaissance commune m'a présenté à Walter lors d'un dîner chez Durand sur North Central Avenue, le vieux steakhouse avec les banquettes en cuir rouge et les tableaux au mur, j'ai tout de suite vu que son entreprise n'était pas mourante. Elle manquait juste d'oxygène. Nous avons parlé pendant 4 heures cette première nuit. Walter était le genre d'homme qui disait la vérité même quand cela l'embarrassait. Il a présenté ses livres sans qu'on le lui demande, a admis ses erreurs sans détour et n'a jamais essayé de présenter la situation sous un jour plus acceptable qu'elle ne l'était. J'ai trouvé cela extraordinaire. Au cours de mes années dans la finance, j'avais fait face à des centaines d'hommes en crise. La plupart d'entre eux passaient les 90 premières minutes à essayer de me convaincre qu'ils n'étaient pas réellement en crise. Walter a simplement dit, j'ai pris de mauvaises décisions. J'ai besoin d'un partenaire qui peut réparer ce que je ne vois pas. Je suis retourné à Chicago, j'ai tout examiné ce qu'il m'avait envoyé, j'ai fait les calculs de 3 manières différentes et je l'ai appelé 2 semaines plus tard. Je vais entrer en tant que cofondateur, lui ai-je dit. Participation majoritaire de 55% en échange d'une injection de capital et d'un contrôle de la restructuration pendant 24 mois. Après cela, vous dirigerez les opérations. Je resterai silencieux sur le quotidien. Nous partagerons les décisions stratégiques, et nous sortirons tous les deux de cette affaire plus riche que nous y sommes entrés. Walter est resté silencieux un moment. Pourquoi prendriez-vous 55% d'une entreprise en difficulté? A-t-il demandé. Parce que j'ai lu vos contrats, ai-je répondu. Vous avez 3 accords à long terme avec des programmes de construction municipaux qui sont à l'épreuve de la récession. Vous avez une infrastructure d'entrepôt qui coûterait 8 millions à reproduire, et vous avez une réputation dans cette région que l'argent ne peut pas acheter. Vous n'êtes pas en difficulté. Vous avez juste manqué de marge de manœuvre. Il a accepté. Une condition, a ajouté Walter avant que nous raccrochions. Dites-la. Nous gardons votre rôle secret au sein de l'entreprise.
J'ai bâti 20 ans de culture sur l'idée que les gens qui travaillent ici travaillent pour quelque chose qu'ils comprennent et en lequel ils croient. S'ils découvrent qu'un type du capital investissement de Chicago possède la majorité de l'entreprise, je perds ça. Il a fait une pause. Je ne veux pas qu'il travaille pour un actionnaire. Je veux qu'il travaille pour une entreprise. Il y a une différence. C'était la chose la plus perspicace que j'avais entendue d'un propriétaire d'entreprise depuis des années. Et cela m'a dit tout ce que je devais savoir sur la raison pour laquelle l'entreprise de Walter valait la peine d'être sauvée malgré tous ses problèmes. D'accord, ai-je dit. J'ai déménagé à Phoenix. Au cours des 2 années suivantes, j'ai restructuré la dette, renégocié la ligne de crédit, décroché 2 nouveaux contrats d'approvisionnement fédéraux grâce à des relations que j'avais nouées à Chicago. Et supervisé discrètement les changements opérationnels qui ont fait passer les marges de l'entreprise de négative à saine. En 2013, Holdco était rentable. En 2016, elle était florissante. L'année dernière, elle approchait les 60 millions de dollars de revenus annuels avec une expansion au Nevada et en Utah. Walter et moi n'avons jamais rendu notre accord public au sein de l'entreprise. Il dirigeait l'atelier, gérait les gens, s'occupait des relations. Je m'asseyais dans un bureau à l'arrière et m'occupais de la stratégie, du financement et des décisions qui n'apparaissaient jamais dans les procès-verbaux des réunions. C'était l'arrangement que nous préférions tous les deux. La plupart des employés pensaient que j'étais un conseiller principal de longue date. Certains pensaient que j'étais un consultant sous contrat. Le personnel subalterne, ceux qui avaient rejoint l'entreprise au cours des 5 ou 6 dernières années, connaissaient à peine mon nom. Preston, apparemment, s'était fait dire par sa mère que j'étais un cas social que son père gardait par loyauté mal placée. Je ne sais pas ce que Diane Holt croyait à mon sujet. Je n'ai jamais demandé. La femme de Walter était une femme compliquée, brillante dans les situations sociales, farouchement protectrice de ses enfants et constitutionnellement incapable de croire que son fils Preston était autre chose qu'un diamant qui n'avait pas encore été correctement poli. Elle avait vu Preston échouer dans un poste de marketing, une direction des ventes, une start-up qui a dépensé 400 000 $ de l'argent de son père en produits de marque et a fait faillite en 11 mois, et un partenariat dans le restaurant d'un ami qui s'est terminé par un procès. À chaque fois, Diane avait une explication. L'agence de marketing le sous-estimait. L'équipe de vente était dysfonctionnelle. La start-up était en avance sur son temps. Le partenariat du restaurant a été saboté par la jalousie. Elle n'a jamais envisagé une seule fois l'explication la plus simple. Je comprenais la logique de Diane, même si je ne pouvais pas être d'accord avec ses conclusions. Elle avait vu son mari tout donner pour une entreprise pendant 2 décennies. Elle avait vécu les années de vaches maigres, les années effrayantes et les années d'incertitude où l'hypothèque de leur maison de Paradise Valley était la chose à laquelle elle pensait avant de s'endormir. Elle avait fait certains sacrifices. Des sacrifices sociaux, personnels, pour être aux côtés d'un homme qui pensait toujours à son entreprise. Et quand l'entreprise a finalement prospéré, une partie d'elle avait décidé que cette prospérité appartenait à la famille, que la famille, par extension, était faite pour le succès, que Preston, son fils, son enfant, était simplement un homme qui n'avait pas encore trouvé le bon contenant pour ses dons. Elle n'était pas une méchante dans cette histoire. Je veux le dire clairement. C'était une mère qui aimait son fils si farouchement que cet amour s'était calcifié en quelque chose qui lui a finalement fait du mal. Les parents font ça. C'est l'un des schémas les plus déchirants du comportement humain. La protection qui devient la cage. Walter, de son côté, aimait son fils avec l'angoisse particulière d'un père qui voit clairement ce que tout le monde voit mais ne peut se résoudre à le dire à voix haute. Il a essayé de créer des opportunités pour Preston au sein de l'entreprise au fil des ans, toujours avec précaution, toujours dans des rôles où les dégâts pouvaient être contenus. Preston avait duré 8 mois à la coordination logistique avant qu'une plainte d'un fournisseur n'oblige à une réaffectation. 6 mois au support des ventes avant qu'une relation client ne s'effondre, 4 mois aux opérations avant que Walter ne le retire discrètement. L'arrangement que nous avions trouvé, celui qui tenait depuis 3 ans, était que Preston était un consultant en projets spéciaux avec un salaire généreux. Une voiture de fonction et une description de poste assez vague pour le tenir occupé sans lui donner d'autorité sur quoi que ce soit qui comptait vraiment. C'était le statu quo jusqu'à ce que Walter décide d'emmener Diane pour un voyage d'anniversaire de 3 semaines au Costa Rica. Je ne sais pas qui a eu l'idée de nommer Preston président-directeur général par intérim pendant l'absence de Walter. Je soupçonne que c'était Diane.
Je soupçonne que Walter a accepté parce que refuser aurait signifié avoir une conversation qu'il reportait depuis 30 ans. Et je soupçonne que personne n'a pensé à me demander parce que personne dans cette famille, à l'exception de Walter, ne comprenait vraiment ce que j'étais. Je l'ai découvert un lundi matin en arrivant au bureau sur East Camelback Road et en découvrant que Preston avait convoqué une réunion de tout le personnel le vendredi après-midi précédent et annoncé sa nomination temporaire. J'ai manqué la réunion parce que j'étais à Albuquerque pour finaliser les détails d'un nouveau contrat avec le programme d'infrastructure de l'État. Mon assistante, une jeune femme vive d'esprit nommée Brie, m'a mis au courant quand je suis entré. Quelle était l'ambiance dans la salle? Ai-je demandé. Brie a choisi ses mots avec soin. Prudente, a-t-elle dit. Les gens étaient polis, mais il y avait beaucoup de regards échangés. J'ai hoché la tête. A-t-il dit quelque chose de spécifique sur les changements opérationnels? Il a dit qu'il allait passer sa première semaine à faire des évaluations de performance du personnel de direction. Je suis resté assis avec ça un moment. D'accord, ai-je dit. Faites-moi savoir quand il voudra me voir. La demande de réunion est arrivée à 11h14 ce même matin. Je vous ai déjà raconté comment cette réunion s'est terminée. Preston me renvoyant, le dossier, les deux jeunes cadres dans le couloir, sa main contre ma poitrine, sa voix assez forte pour être entendue. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est ce que j'ai fait après être sorti de ce bâtiment. Je suis rentré chez moi. J'ai fait du café. Je me suis assis sur ma terrasse arrière et j'ai regardé un grand géocoucou traverser la cour. L'oiseau réel, celui qui vit dans le désert de Sonora, rapide, étrange et complètement indifférent à tout ce qui l'entoure. J'ai pensé à cet oiseau pendant un moment. Puis j'ai appelé mon avocat. Il s'appelle Douglas Faber, et il est mon conseiller juridique d'entreprise depuis 14 ans. C'est le genre d'avocat qui parle en phrases complètes et n'élève jamais la voix, ce qui signifie que quand il le fait, vous écoutez. Dites-moi exactement ce qui s'est passé, a dit Douglas. Je lui ai tout raconté. Le dossier, les mots de Preston, le contact physique devant des témoins. Il y a eu une pause. Garrison, a dit Douglas, je veux être très clair sur quelque chose. Preston Holt n'a pas l'autorité de mettre fin à votre emploi. Il n'a pas l'autorité de modifier votre rôle, votre rémunération ou tout autre aspect de votre relation avec l'entreprise. L'accord d'actionnaire est sans ambiguïté. Tout changement structurel du personnel au niveau de la direction ou au-dessus nécessite l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Il a de nouveau fait une pause. C'est vous. Je sais, ai-je dit. Alors, que voulez-vous faire? J'ai regardé le grand géocoucou, qui s'était arrêté au bord de ma terrasse et me regardait d'un œil jaune. Rien pour l'instant, ai-je dit. Walter atterrit dans 3 jours. Attendons. Douglas a compris immédiatement. Vous voulez qu'il le voie par lui-même? Je veux que Preston ait 3 jours pour croire qu'il s'en est sorti, ai-je dit. Il y a une différence. Ces 3 jours ont été plus calmes que vous ne pourriez l'imaginer. Je veux aborder quelque chose directement parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, pourquoi n'êtes-vous pas retourné immédiatement? Pourquoi n'avez-vous pas appelé Walter au Costa Rica pour lui dire? Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Douglas de déposer l'injonction le jour même, de retourner dans le bâtiment et de vous assurer que Preston comprenne publiquement, irrévocablement, exactement ce qu'il avait fait et à qui il l'avait fait? J'ai beaucoup réfléchi à cela. Et voici ma réponse. Parce que j'ai 46 ans et que j'ai vu assez de situations pour savoir que lorsque quelqu'un commet une erreur de cette ampleur, lorsqu'il dépasse à ce point son autorité réelle et s'empare de quelque chose qui n'est pas à lui, la réponse la plus efficace n'est presque jamais la plus bruyante. La réponse la plus bruyante leur donne un récit derrière lequel se cacher. Elle leur permet de devenir la partie lésée dans leur propre version des faits. Elle crée un bruit qui couvre le signal. Le signal dans ce cas était simple. Preston avait renvoyé l'actionnaire majoritaire de l'entreprise qu'il pensait diriger. Ce fait n'avait pas besoin d'amplification. Il avait besoin de calme. Il avait besoin de 3 jours pendant lesquels Preston se promènerait en croyant qu'il avait fait le ménage, marqué son territoire, démontré son leadership décisif. Il avait besoin d'avoir assez de temps pour se sentir à l'aise avant que le sol ne se dérobe. Je ne suis pas retourné au bureau. J'ai travaillé de la maison, géré ma correspondance, pris 2 appels avec l'équipe d'expansion du Nevada et dîné avec ma femme Nan sur la terrasse les 2 soirs. Nan est une architecte paysagiste avec sa propre entreprise à Tampa.
Nous sommes mariés depuis 7 ans. Elle a grandi à Flagstaff, a étudié à l'ASU, et possède une qualité particulière que j'ai toujours admirée. Elle comprend la différence entre un problème qui doit être résolu immédiatement et un problème qu'il faut laisser se développer avant d'y toucher. Quand je lui ai raconté ce que Preston avait fait, elle est restée silencieuse un long moment. Le savait-il? A-t-elle demandé. Non. Est-ce que sa mère sait ce que vous êtes réellement pour cette entreprise? Je ne pense pas. Walter a gardé cela privé comme nous en avions convenu. Nan a hoché la tête lentement, son verre de vin tournant dans sa main. La nuit de Phoenix était chaude, l'air transportant la légère odeur de fleurs d'oranger des arbres des voisins. Il va paniquer quand il le découvrira, a-t-elle dit. Oui. Allez-vous lui faciliter la tâche? J'ai pensé à la main de Preston pressant ce dossier contre ma poitrine, aux 2 jeunes cadres dans le couloir, à sa voix. Vous n'êtes rien ici. Vous ne l'avez jamais été. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Nan m'a regardé un long moment. Puis elle a tendu la main et a touché la mienne. Bien, a-t-elle dit. Le vol de Walter Holt a atterri à Phoenix Sky Harbor à 14h18 un jeudi après-midi. Je connais l'heure exacte parce que Douglas m'a envoyé un texto quand il a confirmé avec l'assistante de Walter que la voiture avait été envoyée. Walter m'a appelé à 16h47. J'étais dans mon bureau à domicile en train de réviser les documents du contrat du Nevada quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Walter, ai-je dit. Garrison. Sa voix était différente. Plate d'une manière spécifique. J'ai reconnu la platitude d'un homme qui contrôle quelque chose de très grand et de très chaud à l'intérieur de sa poitrine. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Que savez-vous? Je sais que Preston a convoqué une réunion du personnel et a annoncé qu'il était président-directeur général. Je sais qu'il a mené ce qu'il a appelé des évaluations de performance pendant 3 jours. Je sais qu'il a licencié 4 employés, y compris vous. Une pause. Je sais qu'il vous a contacté physiquement devant des témoins en le faisant. C'est exact. Silence. Garrison, a dit Walter, et sa voix s'est légèrement brisée au bord de mon nom. Je n'ai pas de mots pour ce que je suis en ce moment. Vous n'avez pas besoin de mots en ce moment, ai-je dit. Vous devez parler à votre fils. Je lui ai parlé il y a 20 minutes. Une autre pause. Il n'en avait aucune idée. Il n'en avait vraiment aucune idée. J'ai laissé cela en suspens. Il pensait que Diane avait raison, a poursuivi Walter. Il pensait que vous étiez. Il pensait que vous étiez ici parce que j'avais pitié de vous. Il a dit qu'il nettoyait l'entreprise, la rendait plus légère. La voix de Walter a baissé. Il ne savait pas. Je ne le lui ai jamais dit. C'est de ma faute. Walter, j'aurai besoin que vous veniez au bureau demain matin, tous les 2. Je vais gérer cela correctement. La salle de conférence au 4e étage du bâtiment de Camelback Road avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur Camelback Mountain, qui, par un matin clair à Phoenix, prend une teinte d'ambre qui semble presque intentionnelle, comme si quelqu'un l'avait éclairé de l'intérieur. Je m'étais assis dans cette pièce des centaines de fois. C'est là que Walter et moi avions pris nos décisions les plus importantes pendant 15 ans. Je suis arrivé à 8 heures. Bree a apporté du café sans qu'on le lui demande. Preston est arrivé à 8h15. Il est entré avec l'air d'un homme qui avait passé les 12 heures précédentes sans dormir. Sa veste était mise, mais son col était ouvert. Il s'est arrêté quand il m'a vu assis à la table. J'ai hoché la tête une fois. Il s'est assis à l'autre bout, sans me regarder. Walter est entré à 8h30. Il a posé un dossier sur la table, pas très différent de celui que Preston m'avait remis 4 jours plus tôt, et s'est assis en bout de table entre nous. Il avait 67 ans et avait le regard que certains hommes portent à cet âge, le regard de quelqu'un qui a survécu à des choses et sait exactement ce que survivre coûte. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs ces dernières années. Ses mains étaient encore celles d'un homme qui avait travaillé dans des entrepôts avant de les posséder. Je vais expliquer quelque chose, a dit Walter. Il ne regardait aucun de nous en particulier. Il regardait le dossier. Et je veux que vous écoutiez tous les 2 sans m'interrompre. Il a ouvert le dossier. Ses mains, j'ai remarqué, étaient très stables. Walter avait toujours été un homme aux mains stables. C'était l'une des choses que j'avais admirées chez lui lors de cette première réunion chez Durand,
quand il avait exposé ses difficultés financières sans un tremblement dans sa voix ou ses doigts. Certains hommes s'effondrent sous le poids de ce qu'ils ont construit et de ce que cela coûte. Walter portait le poids différemment. Cela le ralentissait et le rendait délibéré. De la manière dont le lest stabilise un navire. Garrison Cole est le cofondateur et l'actionnaire majoritaire de Holt Cole Industrial Solutions. Il détient 55% de cette entreprise. Il occupe ce poste depuis 2009, date à laquelle il a fourni le capital et l'expertise en restructuration qui ont empêché cette entreprise de s'effondrer. Walter a fait glisser un document vers Preston. Ceci est l'accord d'actionnaire original. J'aimerais que vous lisiez la première page. Preston l'a pris avec des mains que j'ai remarquées n'étaient pas entièrement stables. Il l'a lu. Il l'a reposé. Il ne me regardait toujours pas. Les 4 employés que vous avez licenciés, a poursuivi Walter, seront réintégrés aujourd'hui avec un arriéré de salaire complet et des excuses écrites de l'entreprise. Les fournisseurs que vous avez contactés au sujet de la renégociation des conditions seront appelés aujourd'hui pour préciser que ces conversations sont nulles. Les changements opérationnels que vous avez annoncés dans l'email de mardi à tout le personnel seront annulés. Walter a fermé le dossier. Et le poste, la rémunération et l'autorité de Garrison sont entièrement rétablis avec effet immédiat, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été réellement suspendus parce que vous n'aviez pas l'autorité de les suspendre. Preston regardait la table. Preston, a dit Walter. Son fils a levé les yeux. Je te dois une conversation que j'aurais dû avoir il y a des années, a dit Walter. Et je dois des excuses à Garrison pour avoir créé une situation où cela était possible. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Garrison. La structure sur laquelle nous nous étions mis d'accord, garder ton rôle privé, avait du sens à l'époque. J'aurais dû la revoir avant de partir. J'ai hoché la tête. Je comprends. Walter s'est retourné vers Preston. Ce que tu as fait, en particulier le contact physique, l'humiliation publique, les mots que tu as utilisés, va au-delà d'une erreur commerciale. C'est une affaire personnelle entre toi et Garrison. Je ne peux pas arranger ça. Seul toi le peux. La pièce était très silencieuse. Camelback Mountain se tenait dans la fenêtre derrière Walter, ambre et immobile. Preston m'a finalement regardé. Il avait 31 ans et pour la première fois depuis que je le connaissais de loin, de la manière dont on connaît quelqu'un qui évolue dans votre vie à distance, il avait l'air de ça. 31 ans, pas un président-directeur général, pas un redresseur d'entreprise, juste un jeune homme qui avait fait quelque chose qu'il ne pouvait pas reprendre et qui commençait seulement à comprendre ce que cela coûtait réellement. Je ne savais pas, a-t-il dit. Sa voix était très basse. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Ce n'est pas. Il s'est arrêté. Ça ne rend pas les choses acceptables. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Non, ai-je convenu. Ça ne le fait pas. Un autre silence. Je suis désolé, a dit Preston. Et je veux être précis à ce sujet car c'est important. Il l'a dit comme s'il le pensait. Pas de la manière dont les gens s'excusent quand ils essaient de gérer les conséquences, de la manière dont les gens s'excusent quand ils ont vraiment regardé ce qu'ils ont fait et l'ont trouvé insupportable. J'ai pensé à la question de Nan sur la terrasse. Allez-vous lui faciliter la tâche? Preston, ai-je dit, je suis dans cette entreprise depuis 15 ans. Ton père et moi avons construit quelque chose de réel ensemble. Je ne suis pas intéressé à le détruire, et je ne suis pas intéressé à te détruire. Je me suis légèrement penché en avant. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé dans ce bureau, le dossier, le contact physique, ce que tu as dit devant ces 2 cadres. Ce n'était pas seulement une erreur de jugement. C'était un choix. Et les choix ont un poids. Il a hoché la tête. Je suis prêt à aller de l'avant, ai-je dit. Mais aller de l'avant exige de l'honnêteté. Cela exige que tu comprennes ce qu'est réellement cette entreprise et quel est ton rôle en son sein. Et j'ai fait une pause. Ce que tu es capable d'y contribuer, pas ce que ta mère pense que tu es capable de faire, ce que tu es réellement. Walter me regardait. Il y avait quelque chose sur son visage. J'ai reconnu l'expression d'un homme qui avait voulu que quelqu'un dise quelque chose depuis très longtemps et qui ne l'entendait que maintenant. J'aimerais t'offrir quelque chose, ai-je poursuivi. Non pas par charité, mais selon la même logique que j'ai appliquée à ton père en 2009.
Il y a quelque chose dans cette entreprise auquel tu pourrais réellement contribuer. L'expansion du Nevada a besoin d'un gestionnaire des relations locales. Quelqu'un qui peut représenter l'entreprise sur le terrain, établir la confiance des fournisseurs, gérer le côté humain de l'entrée sur le marché. C'est un vrai travail. C'est un travail qui correspond à ce pourquoi tu es réellement bon. Je l'ai regardé fixement. Tu es bon avec les gens, Preston, quand tu n'essaies pas de les impressionner. Je t'ai assez observé pour le savoir. Il a cligné des yeux. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Mais cela signifierait repartir de zéro, ai-je dit. Pas de titre gonflé, pas de désignation spéciale, un vrai rôle avec une vraie responsabilité et de vraies conséquences si tu n'es pas performant. Pourquoi m'offririez-vous ça? A-t-il demandé. La question était sincère, pas stratégique. Parce que ton père a construit quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, ai-je dit. Et parce que je n'ai jamais cru que les gens étaient figés. J'ai vu trop d'hommes qui ressemblaient à des échecs se révéler simplement mal placés. Je me suis rasseoir. Je pourrais me tromper sur toi, mais je préfère le découvrir honnêtement plutôt que de présumer. L'appel téléphonique que j'ai mentionné au début de cette histoire, celui de Preston, 3 jours après l'atterrissage de Walter, est arrivé à 6h43 du matin. J'étais déjà réveillé. J'étais sur la terrasse avec mon café, regardant le ciel du désert passer du gris à l'or pâle puis à un bleu fin et vif. Son nom est apparu sur mon écran et j'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Garrison. Sa voix était brisée. Rauque de la manière dont les voix le deviennent quand quelqu'un n'a pas dormi et a pleuré. Bien que je ne lui dirai jamais que je l'avais remarqué. Preston. Papa vient de me le dire. Une pause. Il m'a tout dit sur l'accord d'actionnaire, sur ce que vous avez fait en 2009, sur sa voix s'est légèrement cassée. Sur ce qu'est réellement l'entreprise. D'accord, ai-je dit. Je t'ai frappé, a-t-il dit. Devant des gens, ai-je dit. Il s'est arrêté. J'ai dit des choses que je ne peux pas reprendre. Non, tu ne peux pas. J'appelle parce que mon père a dit que je devais vous appeler, mais aussi parce que une autre pause, plus longue au point parce que j'ai besoin que vous sachiez que je n'appelle pas à cause de ce que vous êtes dans l'entreprise. J'appelle à cause de ce que je vous ai fait en tant que personne. Et ce sont des choses différentes. J'ai regardé le ciel or pâle au-dessus du Camelback. Ce sont des choses différentes, ai-je dit. Et oui, cette distinction est importante. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer, ai-je dit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux qu'agir différemment à partir de maintenant. Silence. Ma mère a-t-il commencé, puis s'est arrêtée. Ta mère t'aime, ai-je dit. C'est réel. Ce qu'elle t'a dit sur moi n'était pas malveillant, Preston. C'était juste faux. Les gens construisent des histoires sur des choses qu'ils ne comprennent pas, et elle ne comprenait pas ce que j'étais. Ce n'est pas entièrement de sa faute. Elle aurait dû demander. Oui, elle aurait dû. J'aurais dû demander. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Un long silence apaisant s'est installé au téléphone. Le genre qui se produit lorsque 2 personnes ont cessé de jouer un rôle et sont simplement honnêtes l'une envers l'autre. Je veux prendre le poste au Nevada, a finalement dit Preston. S'il est toujours disponible, si vous toujours. Si c'était réel. C'était réel. Je veux le mériter. Vraiment le mériter. Je sais que j'ai déjà dit ça dans d'autres situations et que je ne l'ai pas fait. Il a expiré. Je n'ai pas tenu parole. Mais je le pense différemment maintenant. Je pense que je comprends quelque chose que je ne comprenais pas avant. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Une pause. Que les choses ne vous appartiennent pas simplement parce qu'elles sont dans votre famille, a-t-il dit. Mon père a construit quelque chose. Vous avez construit quelque chose. Je n'ai rien construit. Et prétendre que je l'avais fait. Prétendre que quelque chose m'était dû à cause de qui est mon père. C'était. Il s'est arrêté. C'était le problème. Ça a toujours été le problème. Je suis resté avec ça. Preston, ai-je dit, présente-toi lundi matin, pas au bureau de Camelback. Je t'enverrai l'adresse de la base temporaire de l'équipe du Nevada à Phoenix. Sois là à 8 heures. Habille-toi comme si tu allais sur un chantier,
pas à une réunion. Et laisse le nom de ton père à la porte. D'accord. Tu ne seras pas présenté comme le fils de Walter Holt, ai-je dit. Tu seras présenté comme Preston, le nouveau responsable des liaisons régionales. C'est tout. C'est tout ce que tu es jusqu'à ce que tu deviennes quelque chose de plus. Compris. Encore une chose, ai-je dit. Oui. Les 2 cadres qui étaient dans ce couloir, ceux qui ont vu ce que tu m'as fait. Un temps de silence. Je sais, a-t-il dit doucement. Tu trouveras un moment pour aborder ça. Pas formellement, juste en tant qu'homme. Tu sauras quand. Un autre silence. Je le ferai, a-t-il dit. Je l'ai cru. Je dois vous raconter une dernière partie de cette histoire avant de conclure, car elle implique Diane Holt et je pense que c'est la partie qui m'a le plus changé. 3 semaines après que tout se soit calmé, après que les 4 employés aient été réintégrés, après que les appels aux fournisseurs aient été faits, après que Preston ait été au Nevada pendant 2 semaines et, de l'avis de l'équipe là-bas, se montrait réellement. Walter a appelé et a demandé si Nan et moi viendrions dîner. Juste la famille, a-t-il dit. Diane veut s'excuser. J'en ai parlé à Nan. Elle a écouté comme elle le fait toujours sans se précipiter vers une opinion. Veux-tu y aller? A-t-elle demandé. Je ne suis pas sûr de ce que je veux, ai-je dit honnêtement, mais je pense que je devrais. Nous y sommes allés un samedi soir. Les Holt vivaient à Paradise Valley dans une maison située sur une colline au-dessus de la ville, le genre de maison où l'on pouvait s'asseoir sur la terrasse et voir tout Phoenix s'étendre en dessous comme un circuit imprimé illuminé la nuit. Walter a fait griller des steaks. Nadine et Diane se sont assises avec des verres de vin blanc pendant que Walter et moi nous tenions près du grill comme le font les hommes, regardant à moitié la viande, ayant à moitié une conversation entièrement différente. Diane est venue me voir avant le dîner. Elle avait 64 ans, élégante de la manière particulière des femmes qui ont toujours su qu'elles étaient observées. Elle avait les yeux de Preston, le même brun foncé, la même intelligence sous-jacente. Elle est sortie là où je me tenais au bord de la terrasse et s'est tenue à côté de moi, regardant la ville en contrebas. « Je vous dois des excuses », a-t-elle dit. Diane, non. Laissez-moi le dire. Elle s'est tournée pour me regarder directement. J'ai raconté à Preston une histoire sur vous que j'ai inventée parce que cela simplifiait les choses. Vous étiez une variable que je ne comprenais pas, et je vous ai transformé en quelque chose de plus petit que vous n'étiez pour ne pas avoir à vous comprendre. Une pause. C'est une chose que j'ai faite toute ma vie. Rendre les gens plus petits pour qu'ils correspondent au récit dont j'avais besoin. Je n'ai rien dit. Je l'ai fait à Preston aussi, a-t-elle dit. Je l'ai rendu plus grand qu'il ne l'était. Pour la même raison, j'avais besoin d'un récit. Elle a regardé de nouveau la ville. Il m'a appelé du Nevada la semaine dernière. Il semblait différent, plus fatigué, mais plus réel. Il m'a dit qu'il apprenait la chaîne d'approvisionnement depuis la base. Il a dit qu'un des magasiniers là-bas lui avait appris comment fonctionnait le système d'inventaire et qu'il était resté 3 heures de plus pour le comprendre. Elle a fait une pause. Il a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il restait tard à un travail parce qu'il le voulait. J'ai regardé les lumières de Phoenix en contrebas. Vous lui avez donné ça, a dit Diane. Alors que vous n'étiez pas obligé, alors que la plupart des gens ne l'auraient pas fait. Walter a construit quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, ai-je dit. Preston fait partie de ce que Walter a construit. Elle est restée silencieuse un moment. Vous êtes un homme compliqué à détester, a-t-elle dit. Et malgré tout, nous avons presque ri tous les deux. J'ai 46 ans. Je suis à Phoenix depuis 15 ans. J'ai construit une entreprise aux côtés d'un homme qui m'a dit la vérité le premier soir où nous nous sommes rencontrés, et cette vérité a été le fondement de tout ce qui a suivi. Je veux m'attarder avec vous sur cette dernière partie de l'histoire un moment, car je pense qu'il y a quelque chose ici qui est souvent manqué dans la version de ces événements à laquelle vous pourriez vous attendre. La version où l'homme humilié revient triomphant. Où la personne qui l'a sous-estimé est détruite. Où la morale est quelque chose de propre et de satisfaisant sur la justice qui arrive comme un marteau. Ce n'est pas cette histoire. Preston Holt est toujours là. Il est à Reno en train de construire quelque chose de réel pour la première fois de sa vie. Travaillant aux côtés de personnes qui ne connaissent pas son nom de famille, apprenant la chaîne d'approvisionnement auprès des personnes qui la comprennent vraiment. Il appelle Walter le dimanche soir.
Il a fait 2 suggestions à l'équipe des opérations du Nevada qui étaient assez bonnes pour être mises en œuvre. Il a encore un long chemin à parcourir, et il n'y a aucune garantie qu'il ira jusqu'au bout. La croissance n'est pas linéaire, et certaines personnes trouvent la première véritable responsabilité de leur vie trop lourde à porter. Mais il essaie. Et essayer quand on n'a jamais eu à le faire auparavant est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Diane Holt et moi ne serons jamais proches. C'est juste vrai. La relation est cordiale, prudente et construite sur une compréhension mutuelle que nous voyons le monde différemment et que nous le verrons toujours. Mais elle est venue me voir sur cette terrasse et m'a dit quelque chose d'honnête. Et l'honnêteté vaut toujours quelque chose, peu importe qui la délivre. Walter et moi sommes toujours partenaires. Cela n'a pas changé. Si quoi que ce soit, la façon dont cette situation s'est résolue, la transparence qu'elle a forcée, les conversations qu'elle a exigées ont rendu le partenariat plus solide qu'il ne l'avait été depuis des années. Il y a un paradoxe là-dedans, mais c'est le genre de paradoxe qui a du sens si vous avez déjà vu une relation se renforcer précisément parce qu'elle a été testée. Et non, qui a écouté sur la terrasse avec son verre de vin et a dit bien quand je lui ai dit que je n'allais pas lui faciliter la tâche, est toujours la personne avec qui je veux dîner à la fin de chaque journée. Certaines choses sont simples. C'en est une. J'ai réfléchi à ce que je dirais à quelqu'un qui a été à ma place, assis en face d'une personne qui a décidé sans preuve de votre valeur et a agi en conséquence. Quelqu'un qui a pressé un dossier contre votre poitrine et a dit « Vous n'êtes rien ici. Voici ce que je sais ». La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire quand quelqu'un vous sous-estime est de lui prouver immédiatement qu'il a tort. Parce que la preuve dont ils ont besoin n'est pas la preuve qui se produit sur le moment, la révélation dramatique, la justification bruyante. La preuve qui compte vraiment est la preuve qui vient du fait de continuer à être exactement qui vous êtes. De construire exactement ce que vous construisez pendant qu'ils construisent leur version de la réalité à partir de leurs propres suppositions. Laissez-les faire. Finalement, la réalité se corrige d'elle-même. Elle le fait toujours. La seule question est de savoir si vous serez toujours debout au même endroit, inchangé, quand cela se produira. Preston Holt a pressé un dossier contre ma poitrine et m'a dit que je n'étais rien. 3 jours plus tard, il m'appelait à 6h43 du matin, me demandant de lui apprendre quelque chose de réel. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de patience, de savoir ce que vous avez construit, de la force particulière qui ne s'annonce pas jusqu'à ce que l'erreur de quelqu'un d'autre fasse l'annonce à sa place. Holt Coal Industrial Solutions est toujours sur East Camelback Road. L'expansion du Nevada a été lancée comme prévu. Preston est toujours à Reno, toujours présent, apprenant toujours des choses de personnes qui n'ont aucune idée de qui est son père. Walter et moi prenons toujours le petit déjeuner chez Durand de temps en temps, toujours dans la même banquette en cuir rouge. Il dit toujours la vérité même quand cela l'embarrasse. C'est toujours la chose la plus précieuse chez lui. Et sur ma terrasse arrière à Arcadia, parfois, tôt le matin avant que la ville ne se réveille, je vois ce grand géocoucou traverser la cour. Rapide, étrange, complètement indifférent à tout ce qui l'entoure. J'ai décidé que c'est la bonne façon de se déplacer dans le monde.